Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 7 octobre 2024. Heureusement, on a eu un week-end plutôt faible en actu, ça m'arrange parce que, je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu enrhumé, je suis un peu la crève en ce moment. On commence tout de suite par le petit point météo, les frais redescendent un peu du côté d'Ethereum, hein. On voit là sur la map qu'il y a quelques jours, plus c'est foncé, et en gros plus il y a de frais, et typiquement autour du 1er octobre, on a eu des pics où les frais commençaient à revenir un peu cher, hein. On parlait en plusieurs dizaines de Gwei, ou Gwei comme certains disent, moi je préfère dire Gwei, et là on est redescendu sur des moyennes plus basses, hein, où on arrive à 5, 6, parfois 10 Gwei, ce qui reste encore ok pour passer des transactions sur Ethereum. Alors j'en passe pas souvent, mais il y a pas si longtemps je voulais faire une strat sur qui nécessitait de passer par Ethereum, donc je suis bien content que ça redescende un petit peu. Je vais peut-être pouvoir mettre ça en place, je vais peut-être attendre un petit peu. La 8 Gwei, on peut avoir moins. Ce matin c'était autour de 5-6, on peut avoir un peu moins que 8, donc c'est cool. Si pour l'instant les frais sont redescendus sur Ethereum, je vais peut-être pouvoir faire 2-3 carabistouilles. Ensuite, la grosse news du jour, entre guillemets, oulala, on a un documentaire qui devrait sortir du côté de HBO, qui va parler de Satoshi Nakamoto, des hypothèses qu'ils ont sur Satoshi, et je sais plus exactement comment ça a été vendu, mais a priori, voilà, ils ont des indices très sérieux pour dire que telle ou telle personne est Satoshi Nakamoto. Pour être honnête, hein, on s'en fout de qui est Satoshi Nakamoto, que la personne soit morte, soit vivante. La personne qui est derrière cette invention n'a juste plus le contrôle dessus. Donc ça peut être n'importe qui maintenant, j'ai envie de vous dire, ça change pas grand-chose. Depuis ce screenshot, ça a un petit peu changé du côté de Polymarket. Je sais pas si vous avez une opinion en particulier sur qui est Satoshi, mais du côté de Polymarket, enfin, c'est pas sur qui est Satoshi, c'est sur qui va être identifié dans le documentaire de HBO comme étant Satoshi. Mais du coup, j'ai envie plutôt de poser la question, selon vous, qui est Satoshi? Est-ce que c'est Len Sassaman ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? D'ailleurs, dans la liste des paris, il y a plein de noms que je connais pas. Alors bon, Dorian Nakamoto, évidemment, hein, que tout le monde le connaît, lui. Il y a Wei Dai, mais lui, par exemple, Shinichi Mochizuki, je connais pas du tout. Il y en avait un autre aussi, Vili les Don Virtage, c'est des blagues que j'ai jamais entendues. Donc il y a des personnes à qui je suis pas familier dans cette liste, même Paul Leroux, j'avais cliqué dessus parce que ça me disait rien. Enfin bref, selon vous, qui se cache derrière Satoshi Nakamoto? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Moi, j'ai toujours pensé que c'était Alphine, je sais pas. Il y a un truc avec ce personnage qui maintenant est cryogénisé, enfin, il y a quelque chose autour d'Alphine. En plus, il me semble que c'est Alphine qui habitait dans la même rue que le fameux Dorian Nakamoto. Enfin, je sais pas, j'aime à croire que ça pourrait être lui. Bon, de toute façon, il est mort depuis, hein, vu qu'il est cryogénisé. Au cas où, je vois souvent des gens dire la bêtise que il a été cryogénisé et qu'on le décongèlera plus tard. Quand on cryogénise quelqu'un, c'est quelqu'un qui est déjà décédé en fait. On cryogénise pas quelqu'un de vivant. Et on espère juste que la science permettra de les ramener à la vie plus tard. Ouais, bon, je suis pas hyper convaincu. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se jouer surtout du côté de Len Sassaman. Je crois qu'il me reste quelques liquidités sur Polymarket. J'ai déjà fait quelques carabistouilles là-bas, je mettrai peut-être un petit pari sur un des protagonistes. On peut aussi parier sur d'autres ou sur de multiples personnages. D'ailleurs, c'est ce vote-là qui semble être le mieux parti, en tout cas le plus adopté par la communauté. En tout cas, on en reparlera bientôt de tout ça, puisqu'il me semble que le documentaire, il est publié dans la soirée ou demain, bref. D'ici très peu de temps. D'ailleurs, tant qu'on est autour de tout ça, il y a quelqu'un sur Reddit qui se réveille, comme si de rien n'était, qui soi-disant dit qu'il connaissait Len Sassaman. D'ailleurs, il y a une faute là dans le post, hein, Len Sassaman, non, c'est Len Sassaman, quand il était jeune, qu'il avait une BMW. Enfin bref, je pense que ça sent la personne qui veut essayer de faire un petit peu son intéressant, comme par hasard, hein, sortir maintenant qu'on est le pote de Len. Bon, c'est pas nouveau, hein, les allégations autour de ce personnage, c'est pas nouveau Bitcoin, il y a plein de choses qui sont pas nouvelles dans tout ça, donc moi j'y crois pas trop à ce post du côté de Reddit. C'est peut-être juste quelqu'un qui a pris un pari d'ailleurs sur Polymarket, qui sait. En tout cas voilà, il y a quelqu'un qui s'est manifesté en disant que voilà, maintenant ça fait sens pour moi, c'est sûr que Len c'est Satoshi, il était jeune et c'était déjà un génie, enfin bon, j'en sais rien à vrai dire.
On le saura bientôt de toute façon de qui parle HBO. Et d'ailleurs je l'ai pas mis de côté, mais un dernier petit truc par rapport à ça, j'en ai parlé dans un récent DeFi Actu. Est-ce que vous vous souvenez de l'adresse qui avait miné des bitcoins en 2009, un mois après le lancement de Bitcoin, qui a récemment bougé des bitcoins, il en a envoyé quelques millions de dollars sur des exchanges? Eh bien, cette adresse a renvoyé des bitcoins sur des exchanges. Avec le timing du documentaire sur HBO, c'est quand même assez curieux cette histoire, donc je me demande s'il n'y a pas des liaisons de ce côté-là, si on va pas en entendre parler dans le documentaire. On a Tether qui, ça y est, fête leurs 10 ans, et pour ça ils ont fait un documentaire qui va parler un petit peu de comment ils sont implantés dans certains pays, comment ils ont changé la vie de millions de personnes contre l'inflation. Je suis très curieux de voir ce documentaire parce que je sais que l'USDT est réellement utilisé dans des pays comme la Turquie, dans certains pays d'Amérique du Sud, donc j'ai hâte de voir enfin je sais pas si je le regarderai Day One non plus, mais j'ai quand même mais je vais me le mettre sur ma liste, j'irai voir ce documentaire, ça m'a l'air assez intéressant. On a les Émirats Arabes Unis qui éliminent les taxes sur toutes les transactions crypto. Je pense que on est mal barré avec ce genre de choses, puisque quel intérêt de rester en France quand tu peux t'expatrier dans un désert mirifique et ne pas avoir d'impôts sur tes cryptos et vendre de la merde aux gens qui te suivent. Voilà, hein, je pense que ça va être de pire en pire l'écosystème crypto FR, et c'est pas parti pour s'arranger avec le temps. Il va y avoir encore plus d'exode vers ces pays-là, mais d'un côté c'est un peu le jeu, hein, si les gens ont pas d'intérêt financier à rester à un endroit, bah ils vont se barrer à un autre endroit où ils peuvent être accueillis et avoir des avantages fiscaux, on pourrait dire. En tout cas voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de cas de gens qui migrent un peu vers Dubaï et compagnie. Si vous voyez des messages autour de Donald Trump qui retweet tout le monde et n'importe qui, c'est normal. Il y avait un post qu'on pouvait liker et ça fait automatiquement tweeter le vrai compte de Donald Trump. Voilà, je l'ai utilisé de mon côté pour montrer que c'était normal entre guillemets, qu'il y avait rien de spécial derrière ça. Parce qu'au début j'ai vu un post autour de Karak Network et je me suis dit what the fuck, pourquoi Donald Trump il fait un post autour de Karak, c'est quoi le rapport? En fait non, c'est juste un rappel pour aller voter pour Trump le 5 novembre en Caroline du Nord. Bon. Voilà, c'est vraiment juste un tweet qui sert un peu à rien, mais c'est plutôt marrant d'avoir un tweet de Donald Trump avec son pseudonyme dedans. Donc j'avoue que ça m'a quand même fait rigoler de faire ce petit post. Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, il y en a vraiment pas beaucoup. La première que j'ai vu passer, c'est le site de Lego qui s'est fait hacker et qui a promu du coup, le hacker a promu le Lego Coin. C'est pas resté longtemps, ça a été résolu assez vite, mais voilà, c'est assez marrant que ce soit un site mainstream, on va dire, qui a une portée qui vise pas mal d'enfants. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui font des Lego, hein, moi j'aime bien les Lego, mais il y a quand même plus d'enfants, je pense. Donc c'est assez rigolo qu'ils aient visé cette tranche d'âge, on pourrait dire. Et on a eu un hack du côté du compte de Symbiotic. Il me semble qu'ils sont encore hackés actuellement, je suis pas sûr à 100%. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on a plein de posts du style allez, les points de la saison 1, c'est terminé, allez les réclamer, cliquez sur ce lien, et évidemment vous arrivez sur un faux site. Et j'en parle régulièrement, mais un wallet comme Rabby, des extensions comme Pocket Universe ou Scam Sniffer, c'est très pratique pour vous mettre en sécurité face à ce genre de problème, puisque là typiquement avec Rabby, si vous allez sur ce faux site, déjà vous voyez l'URL du site, c'est pas du tout la bonne URL, hein, deposits-symbiotic.fi, c'est pas bon, et en plus de ça, vous voyez que votre transaction, vous allez juste vous faire drainer, alors là c'est des USDT sur cette simulation, c'est peut-être parce qu'il y a des USDT sur ce portefeuille, mais si vous avez d'autres cryptos, c'est peut-être d'autres cryptos qui vont être drainés. Faites attention, comme d'habitude, soyez prudents. Quand il y a un protocole qui du jour au lendemain se met à parler d'airdrop ou de quoi que ce soit, il y a des chances qu'il se soit fait hacker. On passe maintenant aux levées de fonds, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a deux aussi. La première levée, c'est Sophon ou Sophon, peu importe, qui a levé une somme qui a pas été communiquée, et dans les investisseurs, on voit Binance Labs. Je pense pas que Binance Labs va aller farmer comme des gros porcs Sophon. Ce qui est cool, c'est qu'a priori, leur token devrait être listé sur Binance, et j'en ai parlé, ça doit faire plus d'un mois déjà, dans ma vidéo des airdrops à farmer passivement sur Ethereum. Non, je crois que je dis une bêtise, je crois que je voulais en parler et que je m'étais rattrapé justement en le mettant dans la description. Et la deuxième levée de fonds, c'est Layer, une plateforme de scaling sur Ethereum qui a levé 6 millions de dollars. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu léger de juste passer une levée de fonds, donc
J'avais voulu en caler une deuxième. Mais à part ça, il y a vraiment pas eu beaucoup de projets sur ces derniers jours qui ont levé des fonds. En tout cas, j'en ai vu très très peu passer. On enchaîne avec les news autour de la DeFi, autour des airdrops. Il y en a qu'une autour des airdrops. C'est du côté de Typus Finance sur la blockchain Sui. Je crois que je suis le seul dans l'écosystème francophone à vous en parler de ce protocole. Les rendements sont plutôt pas dégueux sur Typus Finance et ils vont donner quelque chose de spécial aux personnes qui sont dans le top 100, que ce soit du côté de ceux qui ont déposé ou du côté de ceux qui ont fait des calls, puisque Typus c'est un protocole d'option. Alors je suis pas très familier avec ça, mais du côté du dépôt, j'ai déposé un peu, mais je crois que je suis assez loin du top 100, donc ce sera pas pour moi malheureusement. Je pense clairement pas que ce soit le token du protocole qui arrive tout de suite, ça va peut-être être un NFT ou une connerie comme ça, mais je suis curieux de voir ce qui va tomber de ce côté-là. On a Solana, là il faut que j'en parle un petit peu, qui lance sa console. Je l'ai déjà dit dans un dernier DeFi Actu, mais j'avais pas fait attention qu'on avait plus d'infos là-dessus. Alors, on avait déjà un visuel qui était un petit peu sombre, mais on avait déjà une idée que ça ressemblerait à une sorte de Game Boy, et moi j'ai tout de suite eu peur qu'il nous fasse un truc à la con à base d'un Raspberry dans un boîtier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Raspberry c'est un micro-ordinateur qui coûte pas très cher, hein, mais c'est très bien un Raspberry, hein. On peut faire plein de choses avec, notamment de l'émulation. Alors avec un Raspberry 0 on peut pas aller non plus sur des consoles hyper récentes, mais on peut faire des trucs sympas déjà avec un Raspberry Pi 0, et ça coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros, quelque chose comme ça, et si on met quelques dizaines d'euros en plus, on peut le customiser, on peut avoir un truc vraiment cool, voire même des trucs clés en main qui sont prêts à être utilisés, et je sais pas pourquoi, je sens que ce Play Solana Gen 1 ça va être exactement ça va être un Raspberry dans un joli boîtier, et ils le vendent à 200 balles, ce qui est littéralement une arnaque si c'est ce que je pense, parce que je vous l'ai dit, hein, ça vaut 50-60 balles un Raspberry Pi 0, un joli boîtier ça va coûter quoi, 30 balles, voilà, allez, il y a un joli écran. Je sais pas, on n'arrivera pas aux 200$. Pour moi, le truc ne vaudra pas son prix si c'est ça. Après, si c'est quelque chose de plus puissant, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je vois pas l'intérêt d'avoir une console qui tournerait sur un si petit micro-ordinateur. Je préfère largement l'approche de Sui, qui essaye de faire une sorte de Steam Deck-like, où on pourra vraiment jouer à des jeux. Bon, on pourra peut-être pas jouer non plus au dernier AAA en ultra, mais on pourra peut-être y jouer en mauvaise qualité. Mais c'est pas grave, il fera quand même tourner des jeux de il y a quelques années, en très bonne qualité. Enfin, il y aura de quoi faire avec ce contrôleur, j'allais dire, avec cette console. Là, il y aura pas, on va pas émuler une Game Boy, je sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Alors voilà, c'est la device, hein, l'appareil du Web3 gaming. Moi, j'ai toujours eu un mauvais a priori du gaming Web3. Là, ça va pas m'aider hein, d'avoir une console qui est pas puissante pour aller faire du gaming Web3. Enfin, je sais pas, à part jouer à Tetris ou collectionner des NFT, je sais pas quoi ça va servir cette console. Mais je suis quand même curieux d'en savoir plus. En tout cas, je crois qu'il y a eu une première période de précommande. Et ils vont la rouvrir plus tard, mais je pense clairement pas que je la précommander celle-là, ça m'intéresse vraiment pas. News un peu plus DeFi cette fois-ci, on a Maison qui devrait bientôt supporter le PYUSD sur leur bridge, donc on pourra envoyer le stablecoin de PayPal entre Solana et Ethereum. C'est plutôt cool, je sais pas si actuellement il y a déjà des bridges qui permettent d'envoyer du PayPal USD, je suis pas sûr à 100%, je crois pas qu'il y en ait, mais peut-être que je me trompe. On a Sui qui vient d'entrer dans le top 20 des plus grosses crypto, mais c'est une deuxième news dont je voulais parler. Je me suis juste servi de ça pour aborder le petit Sui. Dans des récentes vidéos, je vous ai dit que je commençais à me désintéresser de cet écosystème, mais si jamais vous êtes encore à fond dessus, eh bien n'hésitez pas à utiliser des outils comme celui d'InsideX Trade. Je crois qu'on en a un aussi sur Kriyadex. C'est des outils qui vous permettent tout bêtement de checker un coin et de voir s'il n'y a pas un problème derrière, de voir en quelques secondes les petits checks de sécurité. Donc je vous mettrai le lien en description. C'est important d'utiliser ce genre d'outils pour ceux qui font des carabistouilles avec des tout petits memecoins sur la blockchain Sui. Voilà, il y en a peut-être pas beaucoup parmi vous, mais on sait jamais. Comme il y a la hype du côté de Sui, il vaut mieux que vous ayez les bons outils entre les mains, quitte à faire des bêtises. Allez, pour terminer le mème du jour, on a Julien Roman, je me souviens jamais, c'est Julien Roman, qui nous dit que, attendez, je vais juste vous mettre la vidéo, je vais pas mettre le son, je vais vous lire le texte. Alors, il faut savoir que tu payes seulement des impôts en crypto quand tu fais de la plus-value. C'est vrai, hein, tu payes les impôts, mais tu dois quand même déclarer techniquement si tu sors et que tu fais de la moins-value. Troisième astuce, tu peux même passer par les paris sportifs parce que c'est considéré comme un jeu d'argent et donc tu es défiscalisé. Alors, il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, la loi ne dit
pas du tout que c'est vrai, c'est pas vrai du tout, hein. Si vous faites des paris sportifs avec de la crypto et que vous sortez en euros, en USD, en ce que vous voulez, c'est imposable. En tout cas en France, c'est imposable. Donc jusqu'ici, il dit de la merde, et en plus de ça, passer par des paris sportifs, ça veut dire que déjà vous vous préparez à perdre de l'argent, parce que à part être un super bon pronostiqueur, pour être à peu près sûr de pas trop perdre de l'argent, vous allez faire du delta neutre. Vous allez parier sur la victoire et la défaite d'une même équipe, par exemple. Vous allez perdre un petit peu parce que forcément il y a toujours des marges sur ce genre de plateforme, mais c'est la manière la plus safe de sortir, entre guillemets, sur ce genre de plateforme. Si vous vous mettez à faire des pronostics, c'est encore pire, hein, parce que en fait dans ce cas-là, autant payer directement 30% d'imposition, hein, parce que je vous fais pas un dessin, mais vous doutez bien que la plupart des gens sur les plateformes de pronostics, de paris sportifs, il y a plus de perdants que de gagnants, comme d'habitude. Donc si vous vous mettez à faire un petit peu le pronostiqueur, non, il y a des chances que vous perdiez plus que si vous aviez bêtement payé 30% d'impôts sur vos plus-values. Donc n'utilisez pas ce genre de méthode, c'est débile, ça marche pas. Et en plus de ça, je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'écosystème crypto, même DeFi, qui ont une aversion au risque, et du coup vous mettre sur des plateformes de casino, de paris sportifs ou quoi, c'est une très mauvaise idée. Au pire des cas, vous allez avoir une dépendance à ces jeux, et dans le meilleur des cas, vous allez peut-être juste perdre de l'argent. Donc n'utilisez pas ce genre de plateforme, n'écoutez pas des débiles comme Julien Roman. Le gars vit aux États-Unis et il vient vous donner des conseils de comment déclarer vos impôts en France. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, et il y a pas longtemps, il y a pas mal de gens qui ont ressorti le truc. Les gens aiment bien ressortir ça, mais c'est pas nouveau, hein. Julien Roman, il a une formation à 7000 balles, je crois, et en plus, faut payer plusieurs milliers d'euros pour rester dans le groupe chaque mois. Enfin, c'est abusé le prix de sa formation. Il y a pas mal de gens qui pointaient Julien Roman du style « Oh mais c'est un scandale de faire une formation à 7000 euros », mais il y a quelques personnes qui disaient « Après, pour acheter une formation à 7000 balles, faut quand même avoir un grain ». C'est pas faux. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.